Et bien salut à tous, c'est Preda et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Encore une fois une nouvelle vidéo hors série totalement différente de ce que je peux faire d'habitude. Donc de ma grande folie de lancer de nouvelles playlists, de nouvelles séries, de nouveaux concepts entre guillemets, je m'arrête pas du coup de faire des choses assez étranges sur ma chaîne. Ça ne plaira forcément pas à tout le monde. Et voilà, j'avais envie de lancer du coup cette nouvelle série, donc série totalement vraiment éloignée de ce que je fais d'habitude. Donc là c'est littérature. Ne partez pas forcément si ça vous rebute. Peut-être que ça vous avez peut-être trouvé un intérêt. Enfin, au moins essayez de regarder à la limite cette première vidéo ou attendez d'autres sujets, enfin d'autres bouquins que je pourrais traiter plus tard qui seraient peut-être plus intéressants. Mais il faut pas non plus imaginer que ça va être très chiant. Bon, c'est clair que ça va être un peu plus chiant que d'habitude. C'est déjà chiant d'habitude sur une heure de parlotte, mais là ça va peut-être être aussi très chiant. Donc voilà, j'ai voulu lancer cette nouvelle série, je vais vous expliquer rapidement, pas trop non plus rentrer dans les détails, parce que c'est vrai que la plupart d'entre vous ont sûrement rien à foutre de ce genre de détails. Et c'est pour expliquer pour ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis un certain temps pourquoi j'en suis arrivé comme ça du jour au lendemain à faire une série sur, donc sur le thème de la littérature et sur les livres que je lis en ce moment. Donc du coup, c'est arrivé en fait que c'est pas un truc qui m'est venu exactement depuis, enfin instantanément. J'avais déjà une idée de faire des vidéos qui traiteraient de livres depuis un certain temps, mais ça aurait concerné, on va dire, surtout des livres qui auraient un rapport avec ce que je fais sur ma chaîne si vous voulez. Donc il y aurait eu des livres éventuellement sur Star Wars, mais au départ c'était surtout pour Halo, puisque moi en fait déjà vous avez peut-être trouvé ça complètement incroyable et surréaliste, mais je n'aime pas lire. Alors du coup là on se retrouve avec une antithèse. C'est pas que j'aime pas lire en fait, j'aime pas lire, c'est juste pour vous dire en gros que c'est pas ce que je préfère. Le cinéma, les séries, les jeux, etc. Tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, alors que lire, je le fais pas vraiment par enthousiasme. Mais j'aime bien quand même la sensation que ça peut apporter et l'intérêt que j'ai pour certains livres. Donc ce que je peux apprendre sur plein d'aspects. Enfin, le fait de lire m'apporte quand même, on va dire, c'est-à-dire des bonnes choses. J'ai envie de lire, mais j'aime pas lire. Un peu difficile à expliquer dans la situation dans laquelle je me retrouve, parce que pour peut-être pour les lecteurs, c'est un peu débile ce que je dis, pour les non-lecteurs aussi. Mais voilà, je me trouve dans une situation où je n'aime pas lire, mais quand je lis, j'ai quand même des sensations agréables et très bonnes qui s'en dégagent, et j'apprécie lire certains bouquins. Voilà, bon, déjà 3 minutes, je commence à raconter ma vie. Je suis en train de rater l'introduction courte. Tout ça pour dire que je lisais globalement que des livres sur Halo jusqu'à récemment. Je décidais vraiment de mettre à fond sur la lecture, parce que c'est quand même important, j'aime bien, ça développe pas mal de choses, ça instruit pas mal selon les bouquins. Donc tout ne vient pas des livres, mais je pense que c'est quelque chose d'assez important, et vu que j'aime bien lire, je me suis dit bon allez, on va élargir on va dire la lecture à d'autres ouvrages. Tout ça pour dire, parce que là vous commencez à me dire mais où est-ce qu'il va en venir? En fait tout ça pour dire du coup, parce que j'ai pas encore cité le titre, mais vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, le livre dont je vais parler aujourd'hui est assez spécial, et surtout tous les autres livres dont je vais parler, il y en a plein qui vont sûrement être très particuliers, et que, à mon avis pas beaucoup de gens ont lu ou connaissent même. Mais voilà, j'ai envie d'en parler. Donc du coup, vous inquiétez pas pour les fans, là, ceux qui m'écoutent, qui veulent du Star Wars, du Halo, du Seigneur des Anneaux. Effectivement, ça va sûrement se faire plus tard. Là, pour l'instant, vu que j'ai commencé cette série sur le tard par rapport à des lectures, j'ai déjà fini pas mal de bouquins, comme des bouquins donc du Seigneur des Anneaux, etc. ou pas mal de Halo. Je les ai déjà lus, je pense pas les relire avant un bon bout de temps, donc c'est pour ça que ça se fera pas maintenant tout de suite. Voilà. Et du coup, là, je commence par des bouquins peut-être qui vont vous intéresser. Allez, il faut que j'essaye de synthétiser ce que je veux dire, parce que là, je prends trop de temps pour expliquer. Voilà, donc du coup, petite précision, donc du coup, pour les non-lecteurs, je pense pas que ça va trop vous bouleverser de m'écouter, mais alors par contre, pour les lecteurs, vous allez sûrement m'insulter et trouver ma prestation ridicule ou
vraiment mauvaise, ça sera sûrement normal. Enfin, en tout cas, il faudra pas s'inquiéter. C'est ma première vidéo sur le sujet. Je suis, comme je viens de l'expliquer, je suis un novice dans la littérature, donc je risque de peut-être mal faire les choses. Pour ça, cette première vidéo sera comme les 4, 5, 10 premières, ce sera des entraînements. Et puis, je compte sur vous, surtout pour ceux qui sont des littéraires, de m'apporter des critiques sur la façon dont je pourrais mieux faire les choses à l'avenir, donc il faudra pas hésiter. Je vais parler donc je vais citer le titre une première fois, mais je vais le reciter tout à l'heure et développer un petit peu pourquoi je choisis ce bouquin. Donc je vais parler de l'art de la guerre de Sun Tzu, j'espère que je le prononce bien, je ne pense pas. Je risque de prononcer très mal beaucoup de choses dans cette vidéo, malheureusement ce serait comme ça, mais voilà, j'ai en langue, on va dire, en linguistique, je suis très mauvais. Pour ceux qui connaissent, vous avez déjà eu l'occasion de vous en apercevoir plusieurs fois, aussi bien en français que dans les autres langues. Je suis très mauvais, donc je vais essayer de faire des efforts. Et puis pour tout ce qui concernera les termes, et enfin en tout cas les noms chinois, ça va être compliqué de bien les prononcer, je pense. Donc voilà, encore une fois les commentaires, vous pourrez faire vous allez pouvoir critiquer et me dire tout ce qui n'allait pas, aussi bien dans la prononciation que dans le reste. Putain, c'est déjà trop long. Allez. Donc du coup, cette critique, c'est pas vraiment une critique, je sais pas comment on pourrait appeler ça, peut-être que je changerai de nom. D'ailleurs, le titre, je sais plus comment je vais appeler cette série, critique littéraire, je pense. Mais voilà, ça sera pas vraiment une critique, plus j'ai lu un livre et je vais vous en parler. Ça serait plutôt ça l'idée, plutôt qu'une critique vraiment, vu que je suis un novice, c'est un peu compliqué. Donc je vais diviser grosso modo en 3-4 parties cette vidéo qui risque de durer très longtemps, je pense. En tout cas assez longtemps, puisque j'ai écrit pas mal de choses. Beaucoup de choses, il y aura beaucoup de lectures, mais je vais essayer de rendre ça un peu plus intéressant et pas simplement lire bêtement. Essayer de parler de temps en temps de moi-même pour faire des pauses parmi mes extraits de lecture. Donc du coup, au tout début, je vais faire une introduction. Bon, je suis déjà en train de faire une introduction, donc voilà, je suis un peu dedans. C'est pour ça que ça sera un peu long dans cette vidéo. J'en reparlerai dans les 5-10 premières vidéos pour tous ceux qui débarquent sur cette série, pour expliquer un petit peu d'où ça sort. En deuxième, je vais faire une présentation rapide, sans spoil entre guillemets, du livre, c'est-à-dire pour ceux qui éventuellement seraient intéressés de le lire plus tard, ou en tout cas de ne pas avoir d'informations sur le livre, sur son contenu. Je vais faire une première partie introduction, mais vraiment très très courte. J'aurai quasiment pas grand-chose à dire, vu qu'un livre, à en parler sans vraiment dire ce qu'il y a dedans, c'est compliqué. Surtout pour le livre que je traite actuellement dans cette vidéo. Et du coup, voilà. Et ensuite, la partie la plus longue et peut-être la partie peut-être la plus chiante, ça sera l'analyse, entre guillemets l'analyse du pauvre et du débutant, quoi. Et en tout cas, la lecture d'extraits du livre, développement de certains passages. Enfin, encore une fois, quand je dis analyse, développement, tout ça, c'est du pauvre, hein. Encore une fois, tous les spécialistes, aussi bien de l'art de la guerre, de stratégie militaire, ou en tout cas, ou même de lecture, de littérature, tout ce que vous voulez, vous risquez d'être très déçus par cette vidéo. C'est pas vers moi qu'il faudra se tourner pour quelque chose de très pointu, de très professionnel, de très spécialisé. Voilà, moi je suis dans le niveau débutant, très débutant, je commence, donc éventuellement si vous voulez m'écouter vous pouvez, mais pas la peine de rester si vous vous attendez à quelque chose de très pointu. Ça risquerait de vous gonfler, d'entendre des aberrations, des bêtises, des approximations et un manque de détails, enfin bref. Voilà, je pense que je vous ai assez donné envie de partir de cette vidéo. Mais vraiment, voilà, vous faites comme vous voulez. Je vous donne en gros le plus possible d'informations sur cette vidéo. Et enfin, forcément la conclusion en dernière partie, qu'est-ce que j'en ai pensé du livre, rapidement. Enfin voilà, fiche de lecture hein, pour tous ceux qui connaissent, c'est un petit peu ça. Alors donc aujourd'hui, je le répète, du coup j'ai choisi de parler de l'art de la guerre de Sun Tzu. Putain, j'ai tellement l'impression de mal le prononcer, mais enfin bon, c'est pas grave. Je vais éviter de citer trop le nom des noms chinois. Donc du coup, pourquoi j'ai choisi ce livre, si vous voulez. Si, pas préciser un autre truc, je fais pas cette série, en fait, les livres que j'ai choisis, je les ai pas choisis pour la série, c'est l'inverse.
j'ai choisi les livres avant et j'ai fait la série après, donc la série de vidéos. C'est-à-dire que ces livres, je les ai achetés il y a déjà un moment. D'ailleurs, j'avais commencé à lire L'Art de la Guerre il y a au moins déjà quasiment 6 mois. C'est pour ça que d'ailleurs, cette vidéo, la première partie des chapitres, la description risque d'être un peu moins fouillée ou profonde que les autres, j'en sais rien. Vous verrez comment ça se présente, parce que du coup, je me suis pas retapé tout le début du bouquin, parce que j'avais quasiment fait plus de la moitié du bouquin il y a quelques mois, et vu que je lisais par tranche comme ça, de tous les 2 mois, enfin c'était un peu le bordel, et du coup cette série me permet du coup de me faire quelque chose de très sérieux, enfin un peu plus sérieux, de très carré, donc du coup ça va un petit peu m'obliger avec cette série YouTube à lire mes livres correctement, à pas faire trop de pauses et à me faire, voilà, je vais pas lire un livre par mois, hein, je vous fais pas de plan, mais voilà, grosso modo je vais commencer un livre et je vais essayer du coup de comme ça d'écrire, ça permettra de relever des citations, des choses intéressantes, et de plus m'investir en livre. En gros, c'est un petit peu la carotte, les vidéos YouTube, pour me forcer à lire et à me concentrer sur la lecture. Bon, après voilà, je l'ai pas fait non plus que pour ça, parce que je pense que ça peut être intéressant quand même d'en parler en vidéo. Voilà, je vois le temps déjà. Il faut vraiment que j'apprenne un jour à synthétiser et à faire des introductions plus courtes, parce que là j'ai même pas commencé à parler du livre. C'est déjà affolant. Donc du coup, bien entendu, c'est une version française, donc traduit du chinois et commenté par Jean Lévy. Voilà. C'est la 3e édition française, il y en a eu plusieurs, et du coup c'est l'édition forcément la plus complète, avec des ajouts par rapport aux premières versions. Donc voilà, c'est un livre très connu, je pense, dans le milieu en tout cas de la stratégie militaire. Vraiment, bon, un livre qui a été écrit, on va dire un traité militaire qui a été écrit il y a de très nombreuses années, hein, 4-5 siècles avant Jésus-Christ, donc ça remonte. C'est le premier de toute façon traité militaire. En tout cas connu, hein, vraiment, qu'on a pu récupérer, et puis surtout un traité vraiment bien foutu. Et le pire, c'est vraiment, on va dire, le pire, il s'adapte et il peut s'utiliser vraiment quasiment entièrement encore aujourd'hui. Bon, bien entendu, il faut l'adapter, il y a des choses qui ne sont plus tout valables, ou presque plus, mais dans l'ensemble, surtout philosophiquement, parce que voilà, dans la culture chinoise, on n'est pas dans... Ça va être en contradiction avec l'aspect force brute grecque, par exemple, hérité de la guerre à la grecque, on va dire. Donc du coup on est plus là sur des aspects philosophiques, et ça c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça que j'ai peur. C'est vrai que j'ai hésité à faire cette vidéo aussi, comme toutes les autres vidéos que je ferai plus tard sur certains livres bien pointus, où vraiment je suis un noob, vraiment un novice. Je vais pas être en mesure, je pense, de parler sérieusement de ce livre. Je pense qu'il y a tellement d'aspects à traiter. Enfin après il y a la vulgarisation aussi à faire, parce que je suis pas en train de parler à des enfin je suis en train de faire de la vulgarisation, déjà que moi j'ai un niveau de merde. Alors, et de toute façon moi je suis dans toutes mes vidéos, c'est plus sur de la vulgarisation. J'aime pas parler dans un langage trop complexe, donc voilà, que je me perde pas dans mon discours d'introduction. Donc voilà, donc c'est un livre de 300 pages, donc pas trop long, hein, ça va, c'est pas trop lourd, hein. J'ai beau avoir mis 6 mois à le lire, ça se lit super vite, sachant que en gros le livre est divisé en 2 grosses parties. Il y a la première partie où vous avez les citations de Sun Tzu brutes, et ensuite vous avez les commentaires de plusieurs intervenants qui viennent compléter. Heureusement qu'il y avait ces commentaires, parce que ça m'a aidé à comprendre, parce que personnellement j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pas mal de choses. Donc du coup c'est un livre assez complexe, même très complexe. Alors après, dans les idées il y a pas mal de bon sens, c'est vrai. Pour les plus intelligents d'entre vous, j'en sais rien, c'est de l'intelligence. Tout ce que vous allez lire dans ce bouquin, vous allez peut-être trouver ça de l'ordre du bon sens. Moi j'ai quand même trouvé pas mal d'aspects que la plupart des gens ne peuvent pas forcément penser, enfin qui a été adapté de toute façon à l'époque moderne dans des conflits. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a autant d'académies militaires, on va dire, utilisent ce livre, c'est qu'il a un intérêt, c'est qu'il apporte des choses dans la stratégie militaire qui sont concrètes et qui servent, sinon il ne serait pas autant étudié. Donc je pense qu'il y a une réelle application, ce livre, que c'est pas à dire du bullshit, si on pouvait parler aujourd'hui
d'une époque ancienne, c'est-à-dire que je pense que ça apporte pas mal de choses. Alors après évidemment il faudra adapter, il faudrait écrire un livre aujourd'hui adapté à la guerre moderne, hein, et puis à toute notre époque, hein, parce que du coup là tout ce que vous allez lire évidemment dans ce livre c'est totalement à remettre dans son contexte il y a 2500 ans, quoi. Voilà. Donc du coup, l'art de la guerre, alors c'est vrai que l'art de la guerre ça peut en buter certains, surtout sur le titre, est-ce qu'on peut parler d'art pour la guerre? Bon ça je pense que c'est un débat, je ne vais pas trop parler de ça dans cette vidéo, de ce débat-là, est-ce que la guerre c'est un art, etc. Voilà, parce que je pense que pour les antimilitaristes et pacifistes qui m'écouteraient, effectivement c'est pas un livre qui va forcément vous passionner, mais quand même, hein, il faut écouter ce qu'il dit Sun Tzu, parce que forcément, je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans la violence irrité de la Grèce, la violence, de la prise, de le rapport de force, vraiment, de la violence. Là, Sun Tzu, encore une fois, c'est plus, voilà, c'est une approche différente, plus sournoise quelque part, mais plus réfléchie, avec une réflexion sur la guerre plus poussée que prenez votre épée, votre pistolet, vous tapez dans le tas. C'est pas trop ça pour Sun Tzu, voilà. Bref, donc du coup on a déjà dépassé les 15 minutes, donc je pense que voilà, l'introduction est faite, et pour la présentation, on va dire sans spoil, voilà, je vais vous lire ce qui est écrit au dos du bouquin, peut-être, ça vous donnera une idée de ce qu'on pourra y trouver, puis je pense qu'après je vais pouvoir commencer à parler des différents chapitres, et je vais vous faire la partie chiante du bouquin. J'espère que je vais y arriver, hein. Je sais pas quelle va être la qualité de ma présentation, mais je vais essayer de faire ce que je peux pour que ça soit le mieux possible. Que ça sera un premier essai. Donc du coup, pour le petit résumé, donc écrit au IVe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque des royaumes combattants, dans une Chine en pleine effervescence commerciale et culturelle, l'art de la guerre n'est pas seulement un traité de stratégie. Si nous le lisons encore avec fascination, c'est parce qu'il représente une leçon de sagesse, un art de vivre, et constitue un véritable système philosophique. Voilà, je vais essayer de lire correctement. Donc l'art de la guerre est certainement l'un des traités les plus célèbres et les plus étudiés de la littérature militaire universelle. Voilà, donc là déjà ça met les bouchées doubles, comme on dit, ça rigole pas. Donc ça peut donner envie, hein, mais il faut faire attention, hein, c'est très complexe, et vous n'allez pas voir quelque chose de très abordable pour le commun des mortels, on va dire. Donc du coup, ceci étant fait, alors du coup, ouais, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, en gros, je vais parler des chapitres, mais directement, je vais intégrer directement la deuxième partie. Je vais pas parler des chapitres, puis revenir une deuxième fois sur les chapitres en ajoutant les commentaires si certains m'ont intéressé. Je vais directement passer à la deuxième partie, c'est-à-dire vous citer quelques exemples de citations de Sun Tzu, puis ensuite passer aux commentaires additionnels, si vous voulez. Donc du coup, les commentaires sont situés après une citation de Sun Tzu, hein. Ils ont choisi une. Il y a des commentateurs traditionnels qui vont exprimer leur opinion là-dessus. Il y aura des philosophes, ensuite il y aura une partie philosophe et stratège, et ensuite il y aura le commentaire du traducteur. Donc ça m'a beaucoup aidé pour comprendre certains chapitres. Donc le traducteur Jean Lévy qui donc avec un avis cette fois contemporain, j'ai envie de dire parle en français, plus trop en énigme ou en citation chinoise dont le sens m'échappe un peu. Donc là ça m'a aidé un petit peu à comprendre. Voilà. Bon, je vais commencer, on va voir ce que ça va donner. Donc j'ai écrit beaucoup de choses, je suis en train déjà de relire vite fait mes notes. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer, mais de toute façon, si je lis tout ça assez vite, ça devrait aller, mais je vais essayer de me faire comprendre quand même. Donc allez, c'est parti. Je suis un peu pas stressé, mais je sais pas trop ce que ça va donner vu que c'est la première fois que je fais ça, donc on va voir. Allez, donc premier chapitre nommé supputation. Donc Sun Tzu dit « La guerre est la grande affaire des nations. Elle est le lieu où se décide la vie et la mort. Elle est la voie de la survie ou de la disparition. On ne saurait la traiter à la légère.
Donc là c'est assez, évidemment c'est la mise en garde, on parle pas de quelque chose d'une une petite affaire comme ça, secondaire, une partie de plaisir. La guerre c'est sérieux, mais surtout la guerre ça peut décider de la vie de millions de personnes et de la survie voilà, des États. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut, quand il y a une guerre, faut pas prendre ça à la légère. Voilà, c'est exactement, c'est le petit préambule comme ça avant de passer aux choses sérieuses. Voilà. Donc la guerre est soumise à 5 facteurs. Donc on va commencer je vais vous énumérer du coup la liste. Donc la vertu, le climat, la topographie, le commandement, l'organisation. Donc je vais vous décrire vite fait. Bon, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous avez compris, mais je vais quand même décrire un petit peu le sens de ces 5 facteurs. Donc la vertu, ça serait, donc c'est la cohésion entre supérieur et inférieur. C'est ce qui fait que vos hommes vous suivent ou non dans la bataille. Donc je pense que c'est assez facile à comprendre. Le climat, bon ça, très facile à comprendre, c'est simple. Donc le jour, la nuit, le froid, le chaud, les saisons, etc. Et puis c'est évident, ça c'est des choses évidentes, prendre en compte le climat dans une guerre. Ensuite la topographie, c'est pareil, c'est évident. Donc la nature du terrain, si c'est montagneux, plat, marécageux, etc. Pareil, évident. Encore une fois, le commandement, c'est évident aussi, hein, donc les compétences et qualités du général, du commandant, en tout cas de la personne qui sera en charge des armées, ça aussi c'est évident. Une armée ne peut pas fonctionner sans commandement, quel qu'il soit, sinon forcément il ne se passe rien. Voilà, et enfin du coup l'organisation, donc ça aussi c'est assez évident, donc c'est la discipline, la hiérarchie, la logistique, tout ce qui permet à une armée de fonctionner correctement pour qu'il y ait une victoire à la fin. Voilà, je pense qu'on s'est compris. Je vais essayer de m'écouter parler pour me rendre compte si oui ou non c'est compréhensible ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc du coup, ensuite, Sun Tzu nous dit la guerre repose sur le mensonge. C'est évident, mais voilà, c'est pas évident pour tout le monde. On va dire la clé de la victoire souvent c'est quand même la capacité à mentir sur l'état de ses propres armées, enfin mentir sur tout en fait. De sorte que l'ennemi ne sache absolument pas à qui il a affaire, comment, quand, pourquoi, voilà, enfin, ça c'est vrai que c'est assez important. Donc du coup, par exemple, capable, passer pour incapable, donc là je vous cite des citations, hein, c'est de Sun Tzu, donc capable, passer pour incapable, proche, sembler loin, loin, sembler proche, attirer son adversaire par la promesse d'un avantage, coléreux, provoquez-le, dispo, fatiguez-le, uni, semez la discorde, attaquez là où il ne vous attend pas, surgissez toujours à l'improviste, etc. Voilà, je vous ai pas tout cité, mais quelques-uns. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, peut-être un peu trop vite. Enfin voilà, je vais en citer quelques-uns. Voilà, semer la discorde, donc uni, semer la discorde. Par exemple, ça c'est quelque chose de très connu. Par exemple, les Américains ont un concept comme ça, c'est divide and conquer, si je dis pas de bêtises, donc diviser pour conquérir. C'est c'est très efficace. Vous divisez votre adversaire de sorte qu'il est forcément plus faible. Voilà. Ou sinon, forcément, quand une armée ennemie, donc dispo, fatiguez-le, quand une armée ennemie est disponible, et ben, il faut le fatiguer, sinon c'est dangereux d'affronter un adversaire en pleine forme. Voilà, enfin, je vais pas tout expliquer, je pense que c'est assez du bon sens, hein. Ça serait peut-être un petit peu trop abusé que je vous explique un par un, puisque ça prendrait trop de temps. Voilà, donc du coup, je vais pas rester trop longtemps sur les chapitres, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. Peut-être que plus tard, quand je serai dans quelques années, j'en sais rien, je serai peut-être à même de plus sérieusement traiter certains sujets dans d'autres séries, d'autres vidéos. Bref, il n'y aura pas de problème, hein. Pour ceux qui me suivront jusqu'ici, je reviendrai peut-être sur des aspects de ce que je suis en train de vous dire ici maintenant. Voilà. Donc je passe au chapitre 2, les opérations. Donc les opérations, là c'est la logistique et la gestion d'une campagne, hein, les opérations militaires. Donc voilà, les coûts, le ravitaillement en nourriture, la bonne tenue de l'équipement militaire, le moral, etc. Hein. Il y en a plein, c'est assez évident ça aussi. Donc en gros, pour résumer, en gros l'idée c'est de viser une victoire rapide et non une guerre d'usure. Je pense que ça se comprend assez vite, c'est-à-dire que si jamais vous entrez dans une phase de guerre d'usure, c'est la fin. Vous perdez forcément. Il faut imaginer n'importe quelle armée, n'importe quel territoire, lorsque vous êtes en guerre d'usure. Donc forcément, vous pouvez être celui qui va tenir le plus longtemps dans la guerre d'usure, mais c'est très risqué parce que vous perdez en morale, vous perdez forcément en équipement, vous fatiguez. C'est un petit peu l'idée de la Première Guerre mondiale, la guerre d'usure. C'est terrible. Une guerre d'usure, ça tue, ça détruit. Enfin, pour en tout cas au sens de guerre, parce que c'est vrai que là,
faut imaginer encore une fois que ce livre a été écrit, enfin faut pas imaginer, mais il faut se remettre dans le contexte, dans une bataille avec des moyens moins modernes qu'aujourd'hui, avec des moyens de transport moins modernes, où vraiment chaque action peut être terrible si elle est mal amenée, avec de la nourriture en moins bonne, enfin en moins grande quantité, des moyens de communication moins développés. C'est pour ça qu'il faut imaginer qu'à l'époque, viser une victoire rapide, c'est très important. Alors qu'une guerre d'usure, effectivement, aujourd'hui, ça se fait un peu mieux avec les moyens de communication et enfin nos moyens techniques aujourd'hui, on peut mieux tenir une guerre d'usure qu'à l'époque. Vraiment, je pense qu'une guerre d'usure à l'époque, ça pouvait pas se faire. Il n'y avait pas les moyens humains et matériels de tenir très longtemps une guerre. Voilà. Je pense que je me suis fait comprendre. Voilà, donc je vais passer au chapitre suivant. Donc chapitre 3, combattre l'ennemi dans ses plans. Donc en gros, on peut le sous-titre de ce chapitre, ça serait en gros c'est gagner sans se battre. Ça c'est une des citations qui revient le plus souvent. En gros, c'est battre l'ennemi sans utiliser la force, sans faire couler de sang, sans tirer un coup de canon. On va dire, c'est la victoire ultime du général, du bon commandant. C'est ce que Sun Tzu nous explique. Déjà au 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est assez incroyable à l'époque d'imaginer ça. Parce que quand même dans l'imaginaire collectif, on a, on va dire, une bonne partie de notre passé qui est dans la barbarie, la violence et tout, mais les Chinois ils rigolaient pas avec ça. Et puis dans la culture, ils étaient plus dans le fait d'assimiler son adversaire plutôt que de le détruire totalement. Voilà. Donc encore une fois, ça remet dans le contexte de l'époque et à qui ça s'adresse, parce qu'on peut pas gagner sans combattre contre n'importe qui. Ça dépend de qui vous affrontez, j'ai envie de dire. Voilà. Donc Sun Tzu nous dit être victorieux dans tous les combats n'est pas le fin du fin. Voilà. Soumettre l'ennemi sans croiser le fer, voilà le fin du fin. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Ensuite, il poursuit. Le mieux à la guerre consiste à attaquer les plans de l'ennemi, ensuite ses alliances, ensuite ses troupes, en dernier ses villes. C'est l'idée, quoi. Il faut d'abord, faut privilégier en fait l'intelligence entre guillemets dans ce genre de situation. Donc attaquer les plans de l'ennemi, donc les alliances, des choses un petit peu abstraites comme ça, qui peut se faire assez sans perdre beaucoup on va dire de choses, d'hommes, de nourriture, enfin ça coûte quasiment rien d'attaquer de cette manière. Alors après voilà, on enchaîne sur les troupes, les villes si vraiment ça fonctionne pas, mais là à chaque fois il y a un coût supplémentaire à chaque fois qu'une étape est passée. Donc du coup j'ai un exemple. Alors par contre oui, je précise, je risque de faire c'est pas je risque, je vais faire personnellement de mes connaissances personnelles, des rapprochements avec des situations actuelles ou qui se sont passées. Donc tout le monde ne sera pas d'accord avec moi parce qu'il y aura pas mal d'aspects peut-être politiques, historiques qui peuvent être débattus. Donc n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, à le dire si vous n'êtes pas d'accord, mais en tout cas il ne faut pas le prendre personnellement, et voilà, si vous n'êtes pas d'accord, passez à la suite de mon discours, ce sera pas grave. Donc du coup l'exemple que je vais vous parler ici, c'est l'exemple de ce qu'a fait la politique du coup étrangère américaine, donc après la Seconde Guerre mondiale avec l'Europe, avec les constructions européennes. Donc du coup bien sûr c'est très complexe, je vais pas en parler ici, hein, pour ceux que ça intéresse, sur internet vous avez pas mal d'informations sur ce sujet pour comprendre. Donc du coup voilà, ils ont été plus malins à ce niveau-là pendant la guerre froide que le gouvernement soviétique. Donc, vous avez d'un côté le gouvernement soviétique qui avait une image très mauvaise avec une dictature froide, en utilisant la force pour régler les conflits, alors qu'à l'ouest vous aviez un gouvernement américain qui utilisait des armes justement plus on va dire plus évoluées finalement, plus maligne, avec par exemple la culture, etc. Bref, je vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus. Je vois déjà qu'on va arriver à 30 minutes. Je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. Voilà, ensuite, donc pour terminer, voilà, bref, l'idée c'est de connaître son ennemi, mais surtout de se connaître aussi. Sinon, ça va pas, voilà, si vous connaissez l'ennemi, mais pas trop vous-même, vous gagnez un coup sur deux, mais si jamais encore pire, vous ne connaissez ni l'ennemi ni vous-même, là vous perdez. Voilà, c'est clair et net. Ça peut être évident pour certains d'entre nous. Quand on dit connais-toi toi-même, c'est ça. Faut se connaître et l'ennemi. Faut pas faire un des deux seulement. Ensuite, chapitre 4, les formations militaires.
Pareil, hein, tout est dans le titre, hein. Donc l'idée ici c'est que quel que soit son dispositif militaire, la vulnérabilité de l'ennemi est indépendante de sa volonté. Donc du coup, si vous voulez, pour expliquer ça, quelle que soit la force que vous avez, l'ennemi en face, vous n'avez pas, enfin, pas tout le temps, mais en règle générale, le fait que l'ennemi soit vulnérable, c'est pas de votre ressort en fait, c'est pas de votre volonté. C'est pour ça que déjà, donc Sun Tzu, je vais terminer, Sun Tzu nous dit, on peut connaître les moyens de la victoire sans nécessairement l'obtenir. Je le redis, on peut connaître les moyens de la victoire sans nécessairement l'obtenir. Voilà. Donc du coup, voilà, on peut savoir comment vaincre l'ennemi, mais pas pouvoir le faire. Donc ensuite, en gros, on crée notre invulnérabilité par la défensive et on profite de la vulnérabilité de l'ennemi par l'offensive. Voilà. Donc je sais pas si vous avez compris pour en gros le sens de tout ça. En gros, voilà, il y a deux forces qui s'affrontent et votre force, vous pouvez on va dire la déployer sur la défensive et sur l'offensive, ça dépendra de si l'ennemi ou non est vulnérable. Voilà. Je sais pas si j'étais très clair, mais vu que je n'ai pas envie de passer trop de temps sur chaque chapitre, je vais peut-être passer à la suite. Si vraiment on n'est pas compris, éventuellement les commentaires, vous pouvez me poser la question. Je pense que ça reste assez clair quand même. J'essaie de trouver vite fait un exemple si j'en ai un sous le coude. Bon, dans un duel, ça serait peut-être l'idée que bon, vous avez une épée, mais si en face il y a un bouclier tout le temps devant vous, vous avez beau taper avec la force que vous voulez, avec l'adresse que vous voulez, le bouclier sera là pour protéger l'ennemi. Donc ça dépend pas de vous, mais si l'ennemi se trouve que le bouclier, soit il ne l'a plus, soit il est défectueux, ou simplement il y a une faille le bouclier ne protège pas l'ensemble de son corps, c'est à ce moment-là que vous pouvez porter le coup. Je pense que je me suis fait comprendre par cet exemple, j'espère en tout cas. Voilà, je vais passer à la suite ensuite. Donc chapitre 5, puissance stratégique. Là pareil, je pense que tout dans le titre on peut assez simplement comprendre l'idée. Donc c'est la gestion de son armée, la faculté de la gérer, de la mener sur le champ de bataille. Je pense que c'est assez simple, pas grand chose à ajouter sur ce chapitre là, je pense. Donc ensuite je vais passer à la suite, chapitre 6, vide et plein. Alors là voilà, là c'est ce genre de concept philosophique, je vais essayer de... Là je pense parler pas mal sur ce chapitre en question. Donc du coup, vide et plein, donc c'est une conception philosophique, donc pour comprendre il faut voir que le plein représente une force très importante et que le vide quant à lui représente la faille. Donc le traducteur d'ailleurs, je vais le citer parce que le traducteur cite des exemples qui sont très pertinents, donc je vais les reprendre. Donc par exemple vous avez une ville assiégée par des assaillants, donc alors plutôt que de tenter de briser le siège, le général il va attaquer le cœur du royaume ennemi qui est sans défense du coup. Je pense que vous comprenez, voilà, donc c'est ça l'image de vide et plein, c'est que vous avez une force, sauf que cette force elle ne défend plus ce qui la permet d'être fort. Je sais pas si je me comprends bien. Donc au lieu d'attaquer la force, le point, vraiment le point fort, attaquer là où c'est faible. Donc du coup là le traducteur cite un autre exemple donc contemporain durant la Seconde Guerre mondiale qui est très connu, c'est le débarquement de Normandie. Donc un stratagème de ce type a été utilisé. Donc là je vais développer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas trop, hein, le débarquement de Normandie. Il y a eu une vaste opération pour tromper l'ennemi. Ça n'a pas été le seul moment de la guerre où il y a des stratégies comme ça qui ont été mis en œuvre. Par exemple, je pense à la campagne d'Italie des Américains. Si je me souviens bien, bon, je me souviens pas de tout par rapport à ces détails, mais il me semble que voilà, en gros, ils ont donné des informations par rapport à un débarquement, donc non pas en Sicile, mais je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais voilà, en gros, les Américains voulaient débarquer en Italie, donc soit en Sicile, soit en Italie, et l'idée c'était de faire croire donc aux forces de l'Axe un lieu de débarquement, et du coup les Américains débarqueraient à l'inverse, à l'opposé si vous voulez. Donc voilà, là aussi ça a été utilisé. Du coup pour le débarquement de Normandie, ça a été vraiment une vaste opération. Donc déjà les Alliés avaient déjà débarqué une première fois avec
un putain de carton, je sais plus dans quel port, dans quelle ville, mais ils avaient déjà fait une tentative complètement ratée. Et là, en gros, l'idée, ça a été de faire croire à un débarquement plutôt sur Calais, donc des bombardements dispersés sur tout le nord de la France, la création d'un camp totalement fictif avec une armée. Il y avait, je crois que c'était le général Patton qui était à la tête, ou je sais plus s'il était général ou commandant, enfin voilà, c'était Patton qui était à la tête de cette armée fictive, un dispositif très important pour faire croire du coup aux nazis le débarquement à Calais, alors qu'en fait le débarquement s'est effectué du coup justement sur le point le plus faible de la défense du mur de alors comment il s'appelle déjà, le mur de l'Atlantique. Et du coup bon voilà, il y a plus de détails, mais je vais pas tout détailler ici, ça serait trop long, vous vous doutez bien. Voilà, mais j'espère que vous avez compris l'idée du vide et de plein. J'espère que vous avez compris, voilà. Donc je vais passer à la suite. Chapitre 7 du coup, l'engagement. C'est la capacité de gérer ses déplacements, de les optimiser, de manœuvrer intelligemment contre son ennemi en fait. Donc pareil, hein, là je vais citer des exemples du traducteur pour comprendre un petit peu l'idée de l'engagement. Donc du coup, pareil, on va rester sur des exemples contemporains. Donc par exemple celui de Mao Zedong. Donc Mao Zedong, c'est le leader communiste de la Chine qui a mené la révolution donc déjà contre les nationalistes et contre la guerre contre les Japonais qui occupaient son pays. Donc justement, durant la guerre révolutionnaire contre le Japon, c'est là où il utilisait justement le principe du vide et plein. Donc ça rejoint ce que je disais juste avant. Donc en gros, l'engagement, voilà, c'est toujours l'idée d'engager, enfin c'est lié en fait. Il y a beaucoup de Sun Tzu se répète pas mal dans certains chapitres. Et en gros l'idée voilà, c'est que les Japonais tenaient leur base, donc en gros ils laissaient des petites troupes pour les harceler, ils envoyaient le gros de ses forces attaquer leurs arrières, là d'où ils venaient, les régions d'où ils venaient, et du coup de cette manière ça a forcé les Japonais à se retirer des bases pour attaquer le gros des forces de Mao à l'arrière. Donc du coup voilà, c'est quelque chose qui est efficace. De toute façon Mao Zedong est cité pas mal, il est beaucoup cité dans le livre L'Art de la Guerre, parce que justement c'est, j'ai pas envie de dire c'est un chinois donc forcément c'est quoi, c'est juste que Mao Zedong il se trouve qu'a utilisé énormément de tactiques de l'art de la guerre de Sun Tzu. D'ailleurs il n'y a pas que lui, hein. Il y a les Viet Cong durant la guerre d'Indochine puis la guerre du Vietnam, il y a eu pas mal de, enfin dans l'Asie, ce livre a été le livre de chevet de certains stratèges, je pense. Ça a été, puis d'ailleurs ça leur a permis de remporter les victoires, donc forcément c'était efficace. Deuxième exemple, c'est celui du coup de l'armée rouge, donc qui malgré sa faiblesse, donc là Seconde Guerre mondiale, regagnait en force en attendant patiemment que l'arrivée de l'ennemi qui s'épuisait. Donc voilà, forcément au début c'était pas trop ça pour l'armée rouge, mais elle a pu regagner énormément de force vu que les Allemands se sont épuisés sur le territoire immense qui était la Russie, enfin l'URSS surtout. Donc voilà, enfin bref, je pense que vous avez compris. De toute façon, avec ce genre d'exemple, c'est assez simple. Il y a Samsung, encore une fois, pour beaucoup d'entre vous, ça va être de l'ordre du bon sens, certains chapitres et certains concepts, mais voilà, il est quand même bon de les rappeler. Donc chapitre 8, les 9 retournements. Voilà, donc du coup c'est la situation à laquelle une armée doit faire face, par exemple. Donc du coup, là, ici, le traducteur précise que 9 peut avoir plusieurs sens. Ça peut avoir le sens de totalité ou le sens d'un cas examiné avant, de 9 cas examinés avant. Voilà. Par exemple, vous avez dans le sens retournement, vous avez changement. Je sais plus le terme chinois, mais il peut être traduit par changement, retournement, mouvement, adaptation, circonstance, imprévu. Voilà. Encore une fois, la traduction du chinois c'est compliqué, vous vous doutez bien, donc le sens peut varier d'une traduction à l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Donc là, je vais citer, donc c'est la première fois je crois dans cette vidéo que je vais citer un des intervenants de l'époque, donc je sais plus si c'est un philosophe, stratège ou un commentateur traditionnel, donc Qialin, je sais pas si je le prononce bien, nous dit 5 avantages et 9 circonstances, les 5 font partie des 9, celui qui est capable de s'adapter aux circonstances en tirera avantage. Voilà, donc ça c'est assez facile à comprendre. Prendre en compte dans l'avantage les éventuels inconvénients en gros. Donc ensuite, à la guerre, il ne faut pas penser que l'ennemi n'attaquera pas, mais le contrer avant qu'il n'attaque.
Donc ça c'est toujours l'idée que faut jamais se dire on est tranquille, faut toujours imaginer que l'ennemi peut nous attaquer n'importe quand. Et du coup le contraire qu'il n'attaque, c'est après c'est un peu l'idée aussi de l'attaque préventive, mais du coup c'est pour ça débat ce genre de choses, parce que si on attaquait tous nos voisins, tout le monde par peur de se faire attaquer, ça n'irait plus. Après voilà, ça faut adapter déjà au contexte et à la situation actuelle, faut pas prendre tout au pied de la lettre, évidemment ça demande interprétation et mise en contexte aussi. Voilà. Après on a le concept de ruiner l'état de l'intérieur, ça j'en reviendrai avec le chapitre sur les espions. Donc ruiner l'état de l'intérieur ça peut pas forcément tout le temps fonctionner, il y aura des exemples, je sais pas si j'en parlerai tout à l'heure, de cas où justement des tentatives de ruiner l'état l'a renforcer, mais ça marche souvent, c'est ce qui est utilisé dans les guerres d'aujourd'hui, les guerres hybrides, c'est-à-dire de détruire l'état en fait, si on peut pas l'avoir par la voie classique, de le détruire. Et de détruire l'intérieur, donc avec toujours l'idée de la cinquième colonne, etc. Bon, il y a pas mal de choses de toute façon à expliquer, et aujourd'hui, comme on le voit avec beaucoup de pays qui sont détruits par des puissances étrangères, mais détruits vraiment de l'intérieur, sans intervention des puissances en question directement, voilà, c'est ce qui se fait aujourd'hui, et forcément, malheureusement, c'est efficace. Donc du coup, ensuite, on va passer à un autre... alors, c'est toujours le même chapitre, mais des fois, il y a certains... Sun Tzu cite parle de certaines choses sans forcément que c'est de rapport totalement avec le chapitre en question. Donc là, il nous parle des 5 traits de caractère chez un général. Donc par exemple cité en défaut, par exemple s'il ne craint pas la mort, il risque d'être tué. S'il chérit trop la vie, il risque d'être capturé. Coléreux, il réagira aux insultes. Homme d'honneur, il craindra l'opprobre. Et compatissant, il sera aisé de le tourmenter. Voilà, donc ça je pense que c'est assez intéressant, c'est en gros se mettre à la place d'un général et ce genre de défaut à ne pas avoir. Bon, après le fait d'être coléreux par exemple, je pense que c'est un peu évident pour tout le monde, c'est emporté, mais voilà, après c'est toujours intéressant de se rappeler ce qui fait quand même un bon général, et de pas se laisser justement ne pas se laisser tourmenter ou avoir par nos émotions ou notre code d'honneur, ou voilà, enfin tout ce genre de choses. Chapitre 9, l'armée en campagne. Donc toujours être en position dominante, jamais en aval d'un cours d'eau, se servir du terrain à son avantage. Donc voilà, ça on revient sur un peu l'aspect topographique de la guerre. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Donc ça peut paraître évident, pareil, c'est de l'évidence pure. Peu importe où vous êtes, si vous êtes en hauteur par rapport à votre ennemi, vous êtes en avantage. Ça c'est assez évident, je pense, pour tout le monde, mais toujours bien quand même de le rappeler. Je pense que, comme on l'a vu au cours de notre histoire, la médiocrité par rapport aux décisions militaires, ça se trouve, ça s'est toujours trouvé, donc faut jamais oublier ce genre de petits détails évidents. Parce que des fiascos et des désastres, on a connu, je vais citer des exemples d'ailleurs. Donc du coup là, des exemples de tromperie, voilà, c'est dans ce chapitre-là, ne me demandez pas pourquoi. Donc un exemple de tromperie, un chef donne sa fille à un ennemi quelconque, désigné du coup, puis après une réunion avec ses conseils militaires, il dit qui pourrais-je attaquer? Voilà, il pose la question, et du coup un général a répondu l'ennemi, donc le même ennemi auquel il a donné sa fille. Alors le chef fou de colère tua le général qui a osé dire ça. Donc du coup l'ennemi confiant ne se méfiait plus de ce chef là, vu qu'il avait tué un de ses généraux qui avait osé mettre en avant l'éventualité d'attaquer cet ennemi là. Je sais pas si je suis très clair. Ensuite le chef attaqua par surprise et remporta. Donc ça c'est Han Fei Tse, c'est une citation de Han Fei Tse, pas précisé. Vraiment, je l'ai mal cité, je pense que je me suis mal exprimé. Voilà, mais du coup, parce que je me suis mal écrit là. En gros, l'idée c'est de... Je vais résumer en disant avec mes propres mots. Donc du coup, le chef, il a donné sa fille, par exemple, à l'ennemi A. Et du coup, il se retrouve avec une réunion avec ses conseils militaires et il demande à toute l'assemblée qui pourrait l'attaquer du coup. Et un des généraux, du coup, dit attaquer l'ennemi A. Parce qu'il se trouve que c'était peut-être l'ennemi numéro 1 de cet empire-là. Donc du coup, le chef fou de colère, il tue le général qui a osé dire ça. Donc du coup, ça se sait forcément chez l'ennemi A. Et l'ennemi A se dit, bien, putain, voilà, il devient confiant, il se méfie plus de ce chef qui a l'air très loyal. Enfin, pas de la loyauté du coup, mais en tout cas très respectueux de cette soi-disant alliance. Et du coup...
Et du coup, maintenant qu'ils sont plus méfiants, ils surveillent peut-être plus les frontières et ils surveillent peut-être quasiment plus cet empire-là. Du coup, le chef attaqua par surprise l'ennemi A et remporta. Voilà. J'espère que j'ai été un peu plus clair en expliquant ça comme ça. Ensuite, on a Cao Cao qui nous dit il faut mettre l'accent sur la puissance plutôt que sur le nombre. Donc ça, je pense que c'est pareil, c'est assez évident. On a beau avoir peut-être des milliers de soldats, s'ils sont mal entraînés, mal équipés, ils peuvent être défaits par peut-être une centaine, mais un millier de soldats peut être défaits, je sais pas. Je ne sais pas citer des chiffres n'importe comment, c'est ridicule, mais peut-être un millier de soldats peuvent en défaire 5000 qui seraient mal équipés, alors que même 5 fois moins nombreux, ils étaient peut-être équipés en position de défense. Enfin, voilà, c'est surtout le cas des forteresses assiégées qui peuvent tenir face à des milliers d'envahisseurs. Si la forteresse est correctement défendue, dans une position dos à une montagne, avec des ressources en illimité, enfin bref, mais gêner n'importe quelle situation, on peut faire des putains de massacres si on met l'accent sur le nombre sans penser à la puissance. Bientôt, je vais pas tarder à atteindre l'heure, mais ça va, j'avance plutôt bien, donc je pense que cette vidéo durera pas si longtemps que ça. Enfin bon, je me connais, avec la conclusion, je risque de partir dans tous les sens. Allez, je continue, j'espère que je parle pas trop vite, que j'articule bien, je me rends compte, toujours je parle trop vite des fois, pour aller vite justement. Donc, chapitre suivant, chapitre 10, le terrain. Voilà, c'est la maîtrise du terrain. Quel que soit l'ennemi et le lieu, il faut attirer l'ennemi là où on veut qu'il soit. Donc un bon exemple à ça, c'est la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que en gros, ce que les Vietcong ont fait, c'est qu'ils ont vraiment attiré les Américains et puis les troupes sud-vietnamiennes là où ils étaient en avantage. C'est pour ça que ça a été le bourbier américain total. Je crois que ça a été la plus grosse défaite américaine de leur histoire. Enfin, c'est assez connu de toute façon. Et du coup, voilà, c'est pour ça on peut difficilement imaginer peut-être d'extérieur quand les Américains, la plus grande puissance militaire avec l'aviation, etc., le nombre de soldats, comment ils ont pu perdre au Vietnam, et bien c'est encore une fois, c'est la stratégie de Sun Tzu qui est mise en œuvre et appliquée et qui montre ses effets positifs, surtout son efficacité. Donc du coup là, en attirant l'ennemi, donc les Américains, là où voulaient les Vietcong, et ils ont pu remporter des victoires, peut-être des batailles et des escarmouches qui n'auraient pas pu être gagnées dans un terrain conventionnel justement, ou un terrain qu'ils ne maîtrisaient pas et qu'ils n'avaient pas désiré ou voulu. Donc ensuite, bien entendu, connaître ses moyens avant de commencer une bataille, un siège, une conquête. Bah sinon ça se passe mal, hein, c'est la défaite. Si on part en campagne ou à l'assaut d'une forteresse et qu'on n'a pas des moyens, déjà des moyens de siège par exemple, des engins de siège, ou si on part tout simplement en guerre alors qu'on n'a pas l'économie nécessaire pour nous supporter, ou on n'a pas la nourriture, on n'a pas les hommes, bah forcément ça se passe mal. Voilà, je pense que c'est assez évident. Donc ensuite, ne surtout pas ignorer la composition de l'ennemi, ainsi Sun Tzu dit. Qui ignore tout du gouvernement de la principauté adverse doit renoncer à l'attaquer. Qui ignore la psychologie de l'adversaire ne peut conclure avec lui de traité. Qui ne sait rien du commandement adverse ne peut attaquer le premier. Qui ignore la valeur des soldats adverses ne peut déployer ses rangs devant lui. Donc ça revient au fait de connaître l'adversaire. C'est la répétition de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est très important hein, de connaître, d'avoir des informations. Ça sera le point final avec les espions en dernier chapitre, d'avoir des informations très précises des forces adverses. Ça permet généralement d'avoir de très bons avantages. C'est exactement pareil pour la Seconde Guerre mondiale. Je cite souvent cet exemple parce que je connais quand même pas mal cette période. Ça me permet d'éviter de dire des bêtises sur d'autres périodes. Tout simplement, et du coup c'est vrai qu'il y a souvent eu des batailles, ou la Première Guerre mondiale, souvent des batailles qui ont été perdues par manque d'informations précises ou efficaces, ou voilà, toutes sortes de choses comme ça. Enfin bref, les bonnes informations, la bonne connaissance de l'ennemi, parce qu'il n'y a pas que les formations, mais connaître la façon de faire de l'ennemi, ses forces, ses stratégies, tout ça, c'est tout inclus là-dedans. Voilà. Donc du coup, pareil, qui connaît l'autre et se connaît ne sera point d'effet. Ça, je crois que j'ai déjà sorti cette citation tout à l'heure, et là, il se répète de toute façon, je l'ai déjà dit. Voilà, donc le commentateur nous dit bien que ce sont des conseils de bon sens, mais pas inutiles. C'est pour ça, je pense qu'on est tous d'accord. Donc du coup, le commentateur nous cite un autre exemple, donc, que je ne connaissais pas, du duc de Song, qui par esprit chevaleresque laissa l'adversaire traverser la rivière et se déployer au complet,
pour essuyer une cuisante défaite. Donc du coup, ça, voilà, ça c'est le mythe de l'honneur, de l'esprit chevaleresque, voilà, de laisser son adversaire se trouver en face de soi pour avoir un combat équitable. Sauf que voilà, pour Sun Tzu, évidemment, pour la plupart des stratèges, des combats équitables, c'est bien beau pour l'honneur, pour les films, pour les histoires, mais dans la situation réelle, faut pas attendre de jouer au plus malin et d'attendre son adversaire tranquillement. On est les plus forts, on va se battre d'une façon classique. Après, bien sûr, il y a des façons de faire aussi, mais dans la guerre, contre une armée, je pense pas qu'il faut s'embêter avec des idées chevaleresques, c'est le cas de le dire, et de perdre du coup à cause de ça. Mais de toute façon, je pense que l'exemple part de lui-même. Voilà. Ensuite, chapitre 11, les 9 sortes de terrain. Donc, bon, bien sûr, il y a la liste des 9 sortes de terrain, mais pour cette fois, je l'ai pas listé, je vais pas vous la dire, parce que je pense pas que ce soit ultra intéressant, vraiment, et puis je ne saurais peut-être pas vraiment l'expliquer correctement, parce que c'est vrai que dans la plupart du livre, il y a pas mal de choses que je n'ai pas forcément compris, ou bien compris, même des choses dont je vous parle aujourd'hui dans cette vidéo, et que je fais mal, sûrement, quand je pense que c'est pas pertinent, évitez de le faire. Voilà. Donc Sun Tzu nous dit: la règle pour affronter un ennemi qui s'est installé le premier, c'est de lui offrir ce qu'il convoite pour mieux s'emparer de ce qu'il abandonne. Voilà. J'ai un bon exemple, alors là ça va peut-être vous surprendre, j'ai un exemple cette fois qui va sortir des sentiers, des exemples historiques. Cet exemple est venu à l'idée, à l'esprit, pas pourquoi, c'est comme ça, bon voilà, mais ça changera un petit peu. Alors par contre, pas beaucoup de gens peut-être vont... Enfin, il faut que vous ayez regardé l'animé en question. Je vais prendre un exemple d'un animé, c'est Berserk. Donc, du coup, vous avez une situation dans Berserk, je vais pas rappeler ce que c'est, ça perdrait trop de temps. Mais voilà, pour ceux qui connaissent, vous verrez de quoi je parle. Dans Berserk, vous avez du coup Griffith, qui va affronter, donc avec sa troupe du Faucon, attaquer une forteresse qui a été jamais prise, je crois. Et en gros, la stratégie, ça va être d'attirer. Donc, en gros, il se trouve que le chef de cette forteresse convoite Griffith, parce que voilà, je vais pas donner tous les exemples, mais en gros il convoite, il le veut vivant, en gros il le convoite, et du coup par convoitise il va faire sortir toute son armée, ainsi que lui-même, donc laisser sans défense sa forteresse, quasiment pas défense, affronter l'ennemi en dehors, ce qui est totalement bête en règle générale de faire ça, et du coup ce qui permet à une petite troupe menée par Guts et Casca, il me semble, de rentrer du coup comme ça par derrière, ils arrivent à rentrer dans la forteresse, récupérer, donc tuer quelques défenseurs, récupérer les canons et du coup défaire l'armée. Ce qui était quasiment impossible à faire en combat classique. Donc je pense que j'ai tout dit, j'espère que j'ai pas dit de bêtises. Voilà, donc ensuite à la guerre tout est affaire de rapidité, on profite de ce que l'autre n'est pas prêt. De ce que l'autre n'est pas prêt, on surgit à l'improviste, on attaque ce qui n'est pas défendu. Voilà, pareil, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est beaucoup de répétitions, de toute façon je vous avais prévenu. Donc on va pas tarder à arriver à la fin. Combinez vos plans avec ceux des ennemis et décidez du lieu et du moment de la bataille, ça c'est pareil, je l'ai déjà dit, c'est important. En gros, comme pour le Vietnam, je parlais tout à l'heure, hein, de forcer l'ennemi à aller là où on veut, à l'heure où on veut, là où on est en avantage, où on se sent en mesure d'affronter l'ennemi. C'est important, mais ça peut paraître évident. Donc là, j'ai une autre citation, je crois que c'est de Sun Tzu. Présentez-vous d'abord comme une vierge timide, l'ennemi ouvre sa porte, alors rapide comme le lièvre, vous ne lui laissez pas le temps de la refermer. Voilà, c'est pas terrible, mais c'est l'idée en gros. En gros, si l'ennemi laisse une faiblesse apparaître, fait une bêtise quelque part, il faut directement se dépêcher et prendre l'occasion de profiter, d'exploiter la faiblesse de l'ennemi. Donc c'est l'idée de la porte ouverte. Voilà. Bon. On va passer à la suite. Donc du coup le traducteur nous dit que forcément malgré le titre, donc je vous rappelle, hein, le titre les 9 sortes de terrain, c'est pas trop du coup ici, on parle pas trop de la topographie, mais plutôt d'agir au mieux suivant les lieux. Donc il met en perspective, donc le traducteur met en perspective un point intéressant, j'avais pas pensé, c'est l'absurdité du système du secret et de l'ordre aveugle. En gros, c'est l'idée ici, ce qui est quelque chose de très dangereux aussi, un système que je dénonce beaucoup et que je supporte pas. En gros, c'est vous avez un ordre, donc une hiérarchie qui impose des ordres, par exemple aux soldats aveugles, incontestables,
qu'on peut pas remettre en cause, et vous avez l'obsession du secret, de dévoiler rien à personne, etc. Voilà, ça peut être on va dire des abus qui peuvent causer beaucoup de tort, on va dire. Du coup là, ce qui conduit à des désastres, c'est ce que nous dit le traducteur. Je pense à la Première Guerre mondiale personnellement, un exemple de désastre. Après, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je pense que c'est quand même un exemple, surtout pour l'idée de l'ordre aveugle, même si les soldats étaient quand même, au début, ils étaient consentants, on va dire, mais c'est pas tout le temps le cas. Surtout pour les ordres dans les tranchées, je pense, aux ordres, la guerre des tranchées. Enfin, je pense que ça correspond pas parfaitement à l'idée. La folie de la guerre, de toute façon, où les hommes exécutent aveuglément, a été suffisamment dénoncé de Voltaire à Pierre Boulle en passant par Tolstoï. Ça, c'est le traducteur qui nous dit ça. Voilà. Ensuite, donc, je vais pas tarder à arriver à la fin. Il me reste 2 chapitres. Et ça aura peut-être duré 1 heure et quart, je pense, peut-être même 1 heure et demie, mais j'ai commencé à avoir peur du temps que ça aurait pu durer. Donc, chapitre 12, attaque par le feu. Alors ça, c'est un grand classique qui fonctionne encore aujourd'hui, même si, voilà, encore une fois, moins qu'avant, mais ça fonctionne toujours aujourd'hui, hein. L'attaque par le feu, je pense que ça fonctionnera, je pense, ad vitam aeternam. Donc il existe 5 sortes d'attaque par le feu. Donc là, je vais lister. On peut incendier les personnes, ça c'est pas terrible, mais voilà, ça se fait. On peut incendier les personnes, les vivres, les chariots, les arsenaux et les infrastructures. Forcément, moi je suis plus pour incendier les infrastructures, les arsenaux, les chariots, à la limite les vivres aussi, mais les personnes, je suis un peu moins... Enfin, la mort par le feu, c'est vraiment une mort affreuse, mais bon, vous allez me dire, comme toutes les morts, mais bon, mourir brûlé, c'est peut-être vraiment pire que mourir une balle dans la tête, je pense. En termes de souffrance, il y a une différence. Donc vous précisez que l'usage du feu doit se faire dans des circonstances appropriées, surtout pour les conditions, donc lors des conditions atmosphériques, si le temps est sec, et s'il y a du vent, évidemment, donc ça c'est pareil, ça peut pas être de l'évidence, mais vous allez voir, c'est important de prendre en compte le temps et les conditions atmosphériques, c'est important. Surtout quand c'est vous qui l'utilisez, ça peut très bien se retourner contre vous sans forcément que vous pouvez, surtout dans le passé, quand il n'y avait pas la météo, dans l'ère moderne on peut prévoir entre guillemets la météo, quand on ne pouvait pas le prévoir, ça peut être dangereux d'utiliser le feu si on ne sait pas, admettons si le vent va se lever ou changer de direction, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc justement, il y a un excellent exemple historique cette fois d'utilisation du feu. Il est aussi cité dans le livre, mais je l'allais le citer de toute manière. C'est la bataille de la Falaise Rouge dans les 3 royaumes. Donc pour ceux qui voyez pas trop de quoi je parle, c'est un exemple qui est d'ailleurs pris pour le film Les 3 royaumes. Il y a un film de John Woo, pour ceux qui ne connaissent pas, où là on voit justement cette attaque par le feu. Donc en gros, c'est les défenseurs de la Falaise Rouge qui se servent du feu pour brûler la flotte de Cao Cao. Du coup, c'est une grande victoire, quasiment inespérée grâce justement au feu. Bien entendu, encore une fois, avertissement sur la prudence et la sagesse d'un souverain. Pas d'attaque si on n'est pas menacé ou sans intérêt, pas d'attaque sous le coup de l'émotion. Pareil, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, mais c'est important. Du coup, là, on parle vraiment du souverain et pas du général, parce que le souverain, je pense que, je sais pas si j'en reparlerai, mais en tout cas, le souverain peut vraiment être la cause de défaite. Donc là, on parle de l'émotion, ou en tout cas d'une attaque injustifiée ou sans intérêt, mais c'est également le cas sur les ingérences dans les rangs ennemis, dans les rangs de nos soldats, enfin des soldats, des ingérences politiques, ou simplement le fait que le souverain, que le pouvoir du souverain gêne la progression militaire, si vous voulez. C'est déjà arrivé, et voilà, je pense que c'est un coup classique, c'est pour ça que c'est important de le redire. Et bien entendu, la petite menace à la fin, le petit rappel, les nations ne se relèvent pas de leurs cendres, ni les morts ne reviennent à la vie. Ça c'est important, hein, je le répète, les nations ne se relèvent pas de leurs cendres, ni les morts ne reviennent à la vie. C'est vraiment l'idée qu'un souverain ou un général, peu importe, en tout cas le pouvoir politique, le pouvoir décisionnaire qui prend des décisions stupides de guerre qui peuvent s'avérer dévastatrices, puisque voilà, les hommes qu'on envoie se battre ne vont pas se relever, ne vont pas revenir à la vie, donc c'est des pertes qui peuvent pas être terribles. Vraiment, ça peut détruire un pays, et voilà, un pays détruit ne se relève pas de ses cendres. Voilà, donc je
Je pense que c'est très simple à comprendre et c'est un avertissement, je pense, très important hein, à dire et à donner pour chaque personne qui a des décisions d'ordre militaire à prendre quand on attaque un adversaire, un ennemi ou n'importe quoi en fait. C'est vrai que je précise pas, mais là je parle souvent de cas classiques d'adversaires militaires ou de combats soldat à soldat, mais ça peut aussi fonctionner sur d'autres cas hein, en entreprise. J'ai vu beaucoup de gens en citer, c'est vrai, hein, ça peut aussi fonctionner comme ça. Hein. Là c'est de la philosophie, mais de la philosophie aussi humaine, ça prend beaucoup en compte les facteurs humains. Voilà, quand on dit que les morts ne reviennent pas à la vie, c'est également sur le fait d'utiliser des hommes, les utiliser d'une mauvaise façon ou sans intérêt. On peut le transposer à n'importe quel cas, pas forcément dans le cadre d'une guerre si vous voulez. Voilà, je pense que je me suis bien fait comprendre. Voilà, donc la sagesse d'un souverain, la prudence, voilà. Je vais passer au dernier chapitre, mon préféré, le plus important, le chapitre 13, l'utilisation des espions. Alors pour moi les espions, de toute façon je suis un convaincu de cette doctrine-là. Pour moi les espions c'est le nerf de la guerre, pour moi c'est très important. Les espions permettent vraiment d'avoir un avantage sur l'ennemi, de savoir ce qui se passe justement dans le grand ennemi. Alors des fois, moi j'ai un exemple toujours qui me frappe, c'est lors de l'invasion de l'Union soviétique par les Allemands en 41. Justement il y avait des espions qui avaient mis en garde Staline de cette invasion et il n'en a pas pris compte. Donc par exemple je pense à l'espion Sorg au Japon. C'est assez incroyable et c'est pour ça que c'est assez important. Les espions peuvent vraiment permettre à une armée de s'en sortir, de très bien s'en sortir. Bah justement, la Seconde Guerre mondiale, c'est un petit peu l'exemple typique, un cas d'école avec par exemple la machine Enigma et les services de renseignement du coup anglais quand ils ont décrypté la machine Enigma. Ah mais c'était fini pour les Allemands, c'est pour ça que par exemple la bataille de Kursk, les Russes, ils savaient exactement où étaient les ennemis, enfin c'était une boucherie, vraiment enfin voilà. Pour ceux qui connaissent bien la Seconde Guerre mondiale, vous connaissez, c'est un chapitre important pour Enigma, ça permet d'épargner des milliers de vies, je crois même 2 années de guerre. Enfin vraiment, les espions et le renseignement en général, c'est très important. En gros, le premier paragraphe de ce chapitre nous indique les coûts extrêmes d'une guerre, donc c'est peut-être pas forcément lié directement aux espions, mais voilà, c'est placé ici. Donc l'exemple qui nous est donné ici, c'est par exemple si 100 000 soldats sont mobilisés pour une campagne, c'est 700 000 paysans qui sont requis pour le ravitaillement en nourriture. Ça peut paraître évident, mais des fois c'est négligé durant des batailles. Parce que le coût d'une armée est terrible. D'ailleurs, il est conseillé, Sun Tzu conseille, ce qui a été souvent fait, aux armées de vivre sur le dos, on va dire, des pays envahis. Donc voilà, parce que son propre pays ne peut pas forcément supporter des dépenses militaires affolantes. De toute façon, la Seconde Guerre mondiale, encore une fois, c'est un conflit, un cas d'école en matière de dépenses, de savoir qu'est-ce qui a été fait. Voilà, par exemple, en France, le STO qui a été durant l'occupation, qui a été instauré. Voilà, c'est pour forcément il y a le besoin en main d'œuvre, donc pour construire les chars ou alors en nourriture. Donc durant, par exemple, pour l'Ukraine, je crois. D'ailleurs ça a été un choix de la part des Allemands plutôt que de faire en sorte que l'Ukraine se range du côté de l'Allemagne, de faire travailler, vu que l'Ukraine c'est un pays avec des ressources de blé importantes, de les faire travailler pour nourrir l'armée allemande qui demandait énormément de ressources. Donc c'est pour ça ça appauvrit et affaiblit l'ensemble de l'Europe et mis la misère, crée la misère partout en fait. Voilà. Du coup ensuite un général trop épris par l'argent ne pourra remporter la victoire. Ça j'ai une bonne référence, je pense à Napoléon. Hein. Pour ceux qui connaissent le sujet, je pense que c'est un bon exemple. Napoléon qui était, on va dire, très près de ses sous, et je pense que ça n'aurait pas été le cas. Peut-être que certaines batailles auraient pu être, en tout cas, c'est difficile. Je sais qu'il faut éviter de dire d'ici en histoire s'il avait fait ça et tout, mais je pense que si je le fais quand même, Napoléon avait peut-être été moins regardant sur ses sous. Voilà, une victoire a pu être emportée par exemple à Moscou
ou autre. Enfin bref, je vais pas épiloguer trop sur Napoléon, mais je pense que c'est une bonne référence. Napoléon et sa richesse personnelle. Voilà. Donc c'est important, payer les espions, voilà ce que j'avais noté, je pense. La victoire ne provient jamais de Dieu ou de grands esprits, ou du hasard ou de la chance. Ce sont les renseignements obtenus auprès de ceux qui connaissent la situation de l'adversaire qui permettent une victoire. Ça, je pense que c'est pareil, ça marche sur beaucoup de situations, et je crois très sincèrement à cette citation, par exemple. Alors après, ça fonctionne pas, voilà, c'est souvent vrai, même si parfois ce sont d'autres facteurs qui ont permis la victoire. Pareil, ça c'est évident, c'est pas, les renseignements ne font pas tout. Des fois, il se trouve quand même qu'avec de la chance, des victoires ont pu être gagnées par la chance. Voilà, mais c'est clair que l'idée de Dieu ou de grands esprits ou de voilà, ou le fait d'être un grand général intelligent, voilà, non, il y a de très nombreux facteurs et les renseignements sont importants là-dedans. Ça c'est clair, j'en suis convaincu. J'ai un bon exemple du manque de préparation et de renseignements pour les armées, c'est les débâcles françaises de 1870 et de 1940. Donc je sais que les causes sont multiples, mais voilà, par exemple pour 1840, c'est l'armée française. Par exemple, les tanks français étaient, on va dire, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on sait quand même, notoriété publique, on va dire que les tanks français étaient de meilleure qualité que les tanks allemands, mais comme ils étaient dispersés avec l'infanterie partout, l'armée française a totalement été mal dirigée, mal commandée après la drôle de guerre, en mai 40, ça a été la débâcle après. Voilà, ça c'est un bon exemple, le renseignement totalement bidon, etc. Et puis c'est l'état-major français qui fait des conneries en proclamant que la forêt des Ardennes était infranchissable par les chars, enfin des choses comme ça, bref. Voilà, le manque de connaissances, de renseignements, il y a eu les débâcles de français de 1940, puis 1870, ça a été aussi autre chose, ça a été surtout le pouvoir politique, un peu dans ces deux défaites, le pouvoir politique qui voulait empêcher la montée, on va dire, du pouvoir un petit peu de la population, l'esprit de 1789, etc. Enfin, c'est complexe, j'ai pas envie de parler trop de ça ici, mais en gros, c'est l'idée, c'est des exemples que je voulais donner de débâcle par rapport à des manques de renseignements, des manques de connaissances, et surtout de l'ingérence des politiques ou du fait de politiques intérieures. Voilà. Donc du coup, là je vais parler des espions en eux-mêmes, des agents. Il en existe 5 sortes, donc, bien sûr d'après Sun Tzu. Les agents indigènes, les agents intérieurs, les agents retournés, les agents sacrifiés. Bien sûr, et les agents préservés, 5e, pardon. Et je vais vous décrire les 5 types d'agents. Je vais décrire pour ceux qui voient pas. Je pense que certains sont évidents, mais pas tous. Donc du coup, bien sûr, si ces 5 types d'agents sont à l'œuvre simultanément sans être découverts, alors là on dispose d'un puissant service de renseignement, c'est gagné, c'est incroyable. Donc du coup, pour la description des 5 types d'agents, donc les agents indigènes se recrutent parmi les gens du cru, donc les gens du cru, c'est-à-dire les gens du coin, hein, pour ceux qui comprennent pas. Parmi les locaux, les agents intérieurs parmi les fonctionnaires. Donc ça c'est assez compréhensible. C'est la même idée en fait que les agents indigènes, sauf que du coup là c'est les fonctionnaires, donc les gens qui travaillent pour l'État directement, donc qui sont très, c'est la vulnérabilité de l'État là qu'on attaque. Un agent retourné est un agent ennemi dont nous avons acheté les services. Donc ça, je crois que c'est le plus difficile à obtenir quand même, mais c'est également ce qui est le plus risqué, enfin ce qui est la plus grande peur des agents qui se retournent contre nous. Un agent sacrifié, c'est un espion chargé de transmettre de faux renseignements au service ennemi. Donc ça aussi c'est un coup classique, pareil référence à Normandie, c'est ce qui s'est passé en Normandie, voilà, ça a été l'idée de transmettre de fausses informations à l'ennemi, et ça c'est utilisé souvent et c'est très efficace. En tout cas, au moins, entre les faux et le vrai, que l'ennemi ne puisse pas déceler le faux du vrai. Voilà. Ensuite, un agent préservé est un espion qui doit revenir sain et sauf avec des informations. Donc du coup, bon, ça c'est l'espion classique qu'on s'en fait. Un espion qui se rend dans un pays, dans le pays adverse, qui prend information et qui revient. Voilà, c'est l'agent le plus connu. Voilà. Donc ensuite, j'ai quelques citations à vous donner sur le chapitre sur l'espionnage, sur les espions. Donc Tao Mu nous dit: l'espionnage est comme l'eau. L'eau permet à un bateau de flotter, mais c'est aussi à cause de l'eau que les bateaux se renversent et coulent. Donc ça, j'aime bien cette citation, c'est pas mal. Ensuite, Kialine nous dit: une armée sans espion est comme un homme sans yeux et sans oreilles. Ça c'est pareil, j'aime bien. C'est pour ça que je l'ai cité de toute façon, parce que des commentaires, il y en a des centaines et des centaines, et des citations comme ça que j'ai retenues, que j'aime beaucoup. Ensuite, dernière citation de Li Chuan. Je prononce probablement très mal les noms, mais ça, voilà,
déjà dit. Le discours sur la guerre de Sun Tzu s'ouvre sur les supputations et se clôt sur les espions, car son propos essentiel est d'éviter l'affrontement, comment un général pourrait-il l'oublier? Donc je répète, le discours sur la guerre de Sun Tzu, parce que ça c'est la conclusion, c'est vraiment l'apothéose du livre. Le discours sur la guerre de Sun Tzu s'ouvre sur les supputations et se clôt sur les espions, car son propos essentiel est d'éviter l'affrontement, comment un général pourrait-il l'oublier? Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter, et c'est exact. J'aime beaucoup cette dernière session de Li Chuan, justement sur le nom d'affrontement, enfin sur l'art de la guerre sans affronter l'ennemi. Donc les espions justement participent très bien au fait de neutraliser l'ennemi sans avoir à le combattre. Et puis la supputation, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est très important, je pense, à ne pas oublier justement, comme nous le dit Li Qian. Voilà, donc ensuite, dernière citation, et j'en ai terminé. Le traducteur qui nous dit: l'espionnage est, avec la prostitution, le plus vieux métier du monde. Il s'est pratiqué à toutes les époques et dans toutes les civilisations. Ça aussi, ça m'a fait rire. L'espionnage, du coup, on n'y pense pas forcément, mais voilà, l'un des plus vieux métiers du monde. Pareil, l'espionnage évident se transpose à d'autres secteurs, à d'autres situations, c'est évident. Je pense par exemple à l'espionnage industriel. Aujourd'hui, l'espionnage industriel, c'est un enjeu très important. Enfin voilà, il y a pas mal d'espions en tout cas, l'espionnage sert pas mal de situations différentes et pas forcément que la guerre. Bon, l'espionnage, par exemple, sur les relations sociales, des choses comme ça, peut paraître un peu étrange, mais dans le fond même du mot espion, le fait d'espionner son voisin, d'espionner les autres, c'est quelque chose qui est assez naturel et qui sait beaucoup, je pense. Voilà. Donc je répète la citation: l'espionnage est, avec la prostitution, le plus vieux métier du monde. Il s'est pratiqué à toutes les époques et dans toutes les civilisations. Ça, c'est... voilà. C'est la fin des citations. 1h14, enfin presque 1h15 du coup, c'est pas mal. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyant. Je vais essayer au montage de toute façon de rendre ça un peu plus digeste. J'espère que ça n'aura pas été trop... que vous aurez été convaincu par ma prestation, par mon discours. J'ai quand même fait pas mal de citations, c'est vrai. J'ai essayé avec mes quelques connaissances d'apporter un petit plus à ce que je disais et d'expliquer un petit peu ce que j'avais peut-être compris ou mal compris, j'en sais rien. Encore une fois, hein, pour les spécialistes qui m'écoutent dans les commentaires, c'est le moment de me défoncer. mais voilà, en tout cas j'aurais fait ce que j'aurais pu, et puis en tout cas ça aurait été une bonne expérience. Vu que là j'ai pas précisé, mais bien entendu je le fais en direct. Faut que j'arrête de parler trop vite, bordel. Je veux conclure, mais il y a le temps. Là je suis à la fin, il n'y a pas de problème. Donc j'espère que... Enfin en tout cas j'aurais bien aimé le faire, et je pense que voilà, j'ai dit un petit peu tout ce que je voulais. En tout cas, je suis convaincu de ma propre prestation. Je pense que je vais continuer. Il n'y a pas de raison que j'arrête. Bien entendu, voilà, vous n'êtes peut-être pas convaincu vous, mais en tout cas, moi, je le suis un petit peu. Enfin, je le suis quand même bien. Voilà, donc pour la conclusion, pour terminer, ça a été un livre très instructif et intéressant pour ma part. J'ai adoré le lire. Vraiment, j'étais en effervescence par rapport à surtout les citations. La citation, ça me vendait du rêve. Je les ai pas toutes citées, surtout les premières, parce que j'ai pas relu la première partie. Mais en tout cas, il y a des citations qui sont vraiment géniales. Alors bien sûr, je pense quand je vais me réécouter en montage, je vais me dire: ah putain, j'ai peut-être mal. Alors c'est possible que je fasse peut-être des réenregistrements de certaines parties de la vidéo si vraiment je me trouve inaudible ou incompréhensible. Donc faudra pas s'inquiéter là-dessus, c'est quand même une vidéo que je vais un minimum travailler, donc il y aura peut-être quelques rééditions audio de passage si j'ai vraiment mal dit. Peut-être que même que j'écrirai certaines citations dans la vidéo, je sais pas encore ce que je vais faire de toute façon. Voilà, donc du coup, plutôt des bons points sur le livre, même si, pour ma part, en tant que néophyte, c'est vraiment très complexe, trop complexe. Il y a beaucoup de métaphores et tout ce qui va avec la culture chinoise et les expressions. Moi, je suis largué, donc c'est pas forcément facile à appréhender pour moi, et je pense pour beaucoup de monde. Et puis, bien sûr, il y a quand même pas mal de concepts et de préceptes qui ne fonctionnent pas du tout ou plus à l'époque moderne. Bien entendu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Peut-être une conclusion très courte. Vous êtes peut-être habitué à mieux pour ceux qui me connaissent. Mais voilà, étant donné que j'ai passé 1 heure à parler du livre, j'ai envie de dire, je sais plus qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion de plus que ce que j'ai déjà dit. La plupart des chapitres sont intéressants.
d'autres un peu moins. Mais voilà, le chapitre sur l'espionnage est le plus important, et le celui sur les supplétations, hein. Comme dit Li Xian, que je recite, voilà, c'est un truc à retenir, c'est l'art de gagner une guerre sans la faire en fait. Je pense que c'est ça la morale de l'histoire. Et voilà, et de toute façon, ça permet de comprendre un petit peu mieux comment se passent les conflits, hein. C'est important de ne pas être ignorant, de toute façon. Et c'est toujours un livre, je pense, à lire, au moins par curiosité. Alors bien sûr, je déconseille à tout le monde, déjà à ceux qui n'aiment pas lire, et surtout ceux qui seraient rebutés par le langage. Ça peut être compliqué à appréhender. Puis voilà, pour les pacifistes, je suis étonné que les pacifistes m'aient écouté. Quelque part, je suis pas un pacifiste, mais je connais un petit peu la guerre, et je suis au courant. C'est ce qu'il y a de plus terrible, hein. La guerre, c'est ce qu'il y a de plus terrible au monde. Justement, Sun Tzu le dit à un moment donné, la guerre, aucun homme ne veut la guerre. Et du coup, il faut trouver des stratagèmes et des petites carottes pour forcer les hommes à vouloir la guerre. La Première Guerre mondiale, la petite carotte, c'était par exemple la haine anti-allemand, le fait de reprendre l'Alsace-Moselle, le fait d'avoir ce sentiment patriotique exacerbé, on défend la nation attaquée alors que c'est pas vrai. Enfin voilà, des tas de choses comme ça pour forcer les hommes à se battre, ou le désespoir de cause également. Enfin voilà, il y a pas mal, ou l'endoctrinement pur et simple. Enfin voilà. De toute façon, de son gré, l'homme ne va jamais faire la guerre de son gré, vraiment, mais de son gré, vraiment, s'il a l'occasion de réfléchir, il va tout le temps éviter la guerre, parce que c'est dangereux, il est loin de sa famille, sa propre vie est en danger, c'est évident. L'homme n'est pas fait pour faire la guerre de base, si vous voulez. Donc, mais l'homme est violent de base, hein, je veux dire, mais la guerre permanente ou la guerre totale, en fait, dans notre société moderne, on veut l'éviter à tout prix, quoi. C'est évident. C'est évident. Voilà. Donc du coup, c'est quand même une bonne morale, je trouve, même si aujourd'hui les gens ont du mal à maintenant appréhender les belligérants de conflits, vu que maintenant c'est plus sournois. C'est plus sournois. Les stratèges d'aujourd'hui ont appliqué ce Sun Tzu, j'ai envie de dire. Donc les guerres se font un peu moins à la loyale. Justement, c'est pas forcément une bonne chose de le faire à la loyale, mais ce que je veux dire, c'est que là, on sait pas trop qui fait la guerre à qui, en fait. C'est un petit peu l'idée de la guerre froide. Par exemple, quand vous aviez une guerre en Angola, et ben derrière c'est les Américains qui s'affrontaient en réalité contre les Russes, contre les Soviétiques, le communisme plutôt, le capitalisme contre le communisme plutôt. Et voilà, c'est finalement dans la plupart des conflits de la guerre froide, ou les révolutions, par exemple en Amérique latine, le bain de sang en Amérique latine, c'était derrière l'opposition entre l'idéologie communiste et capitaliste. Et voilà, c'est d'ailleurs terrible ça, mais c'est vrai que maintenant il faut quand même réfléchir d'où vient le coup tiré, en fait. Pourquoi ce conflit-là? On a l'impression que c'est un conflit, un conflit mineur, mais il y a des forces peut-être extérieures qui ont créé ce conflit pour affronter d'autres forces extérieures, où il y a des intérêts en jeu. Enfin bref, c'est complexe. Moi-même, peut-être que je comprends pas tout ce que je dis, et j'ai pas tout compris, mais je ne sais pas tout, ça c'est clair, mais voilà, j'essaie d'expliquer un petit peu. Parce que l'art de la guerre de Sun Tzu, ça permet d'avoir des approches et de comprendre un petit peu mieux le monde actuel. De toute façon, ça c'est évident, hein. Comme je disais tout à l'heure en introduction, quand on sait que l'art de la guerre est encore étudié aujourd'hui dans beaucoup d'universités militaires, d'académies militaires, c'est parce qu'il y a un intérêt, c'est pas pour rien. Le livre apporte quelque chose, voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, sinon je vais parler pendant 3 heures. D'ailleurs, l'art de la guerre n'est pas le seul livre sur la stratégie militaire que je vais aborder. Pour les connaisseurs, il y en a un autre qui m'intéresse, que j'ai acheté, c'est pour ça que je vous le dis, qui s'appelle Les 36 stratagèmes, un autre livre chinois, et je vais le traiter aussi dans cette, on va appeler ça une émission, cette chronique, ce podcast. Plutôt ce podcast, ouais, ça serait plutôt un podcast audio, là, ce que je suis en train de faire avec quelques images du coup derrière. Donc du coup, ça sera traité. Alors les 36 stratagèmes, je vais essayer de faire ça encore plus sérieusement, du coup de bien noter, de faire un travail un peu plus d'analyse. Mais après, en fait, quel est mon but avec ce podcast, cette émission, enfin cette vidéo du coup, c'est... Étant donné que je suis un néophyte et que de toute façon je n'ai pas les compétences, même dans 10 ans, enfin peut-être dans 10 ans, mais en tout cas aujourd'hui je n'ai pas les compétences de pouvoir présenter une analyse de littérature, j'essaie de mélanger ma propre interprétation avec quelques
quelques analyses quand même sur le livre, en plus surtout de ce que j'en ai pensé, de ce que j'en retire. Je pense que c'est le plus important, et finalement, au moins, c'est ce qui peut-être le plus intéressé les gens, de savoir ce que j'en ai pensé, et voilà, et mon interprétation. Après, voilà, j'ai pas voulu le lire en direct, bon, j'ai pas mal lu des citations aujourd'hui, mais voilà, ça restait, je pense, quand même pas mal d'interprétations de ma part. De toute façon, c'est un livre déjà traduit de l'interprétation. Déjà, traduction, c'est de l'interprétation. Donc, voilà. Je vais pas vous donner la liste de tous les livres dont je vais traiter. Je vais quand même garder la surprise. C'est pas mal. Mais voilà, il n'y aura pas que des livres sur la stratégie militaire. La prochaine vidéo, ça sera pas sur les 36 stratagèmes. Je vais faire une pause entre. Sans compter les livres sur Star Wars, sur Warhammer, sur Halo, sur Nano, sur les univers fictionnels, il y aura des livres sur d'autres thèmes, je vous dis pas trop encore, des thèmes bien plus complexes que la stratégie militaire. Parce que la stratégie militaire, on va dire que j'ai un petit peu plus de facilité à comprendre. Je pense que des livres sur la philosophie, sur la sociologie ou sur d'autres thèmes, je pense que je vais un peu plus me casser les dents dessus et peut-être que je ne ferai pas de vidéo tellement ça sera compliqué pour moi. Mais voilà, on sait jamais, voilà, si j'ai envie de le faire, je le fais quand même. Vous regardez pas. Moi, c'est surtout pour moi que je le fais, j'ai envie d'en parler, et voilà, comme ça c'est fait. Donc j'étais très content de faire cette vidéo, j'espère sincèrement que les curieux qui m'ont écouté jusqu'au bout, ça vous aura donné envie peut-être de lire, en tout cas d'écouter les prochaines vidéos, ça aura peut-être appris des choses. Bien entendu, j'ai quasiment développé aucun concept, il y a plein de choses que j'aurais aimé développer, mais bon, voilà, c'est comme ça. Là, c'était sur un résumé, j'ai pas le temps de tout faire, mais comme je vous ai dit, je reviendrai peut-être sur des périodes, sur des thèmes plus tard. Voilà. Bon, tout ce que je dirais à la fin, c'est n'hésitez pas vraiment, je le dis souvent, mais surtout sur des types d'émissions comme ça, de vidéos, de nouvelles séries qui démarrent. Donnez bien votre avis dans les commentaires. Moi, je suis le premier à ne pas commenter les vidéos, mais sur les premières vidéos, n'hésitez pas à vous donner votre avis, même si c'est méchant, vous le donnez au pire. Tout ce que j'ai pas envie de voir, c'est de la merde, des trucs comme ça. Évitez de dire ça sert pas à grand chose. Moi-même, je fais une mauvaise foi en disant ça sur des jeux, des films, c'est de la merde, mais dans les vidéos, j'essaie, après avoir dit ça, de développer un petit peu pourquoi, mais là, dans un commentaire, pour ceux vraiment qui n'ont pas aimé, si vous êtes un spécialiste de littérature ou de stratégie militaire, vous m'avez écouté, vous avez trouvé ça ignoble, ridicule, et que vous avez envie de me cracher la gueule, ben voilà, à la limite, mettez-le en commentaire, mais dites-le un minimum, avec un minimum de courtoisie. Vous me dites, bon voilà, c'était pas intéressant, t'as fait que lire, c'était incompréhensible, inaudible, j'ai rien appris. Bref, voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais dites-le un minimum de courtoisie. Et puis bien sûr, si vous avez aimé, ben voilà, il faut le dire aussi. Et me dire ce qui vous a plu, mais c'est surtout ce que vous aimeriez voir ou vous a pas plu qui sera intéressant, parce que ce qui vous a plu c'est bien, mais du coup voilà, si vraiment vous avez quelque chose à dire, ça serait plutôt le négatif qui permet d'avancer, parce que le positif c'est toujours, oui c'est bien de voir du positif, mais voilà, voilà, négatif ça, enfin en tout cas ce qui vous manque, ce qui vous aimeriez voir. Après je vais pas changer non forcément la formule, hein. Cette formule là va rester, je vais garder quand même la formule grosso modo dans ce format là. Voilà, bah décidément, moi, sur ma chaîne, si je devais résumer ma chaîne, c'est vidéo longue d'1 heure minimum. Voilà, ça serait ça mon slogan. Vidéo d'1 heure ou rien. Bref, merci de m'avoir écouté, c'est bien. Et je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur un autre livre. Allez, bye tout le monde.